les âmes qui ont atterri dans le village, il y en a à qui je n'ai laissé aucune chance de s'en sortir. Et pourtant, certaines d'entre elles auraient peut-être pu. Mais il y en a aussi qui ont été tellement cruelles, ont fait tant de mal dans le monde, que je ne voulais les laisser repartir. Par colère pour ce qu'ils avaient fait et de peur qu'ils recommencent quand même leurs méfaits. C'était notamment le cas pour celui que je vais nommer Philippe. Cet homme prenait comme excuse, pour ce qu'il a fait, les nombreuses déceptions amoureuses qu'il a eues durant sa jeunesse. Au lieu de potentiellement remettre en question le comportement qu'il avait eu envers celle-ci, il avait préféré rejeter toute la faute sur elle. Car oui, il avait la fâcheuse tendance à essayer d'avoir des relations sexuelles avec ses partenaires, et ce assez vite dans leur relation, même quand ses partenaires ne se sentaient pas prêtes, ce qui rapidement les faisait fuir, surtout quand il commençait à devenir agressif à cause des refus. Autant dire que déjà il y avait un problème, mais le pire restait à venir, car, comme je vous l'ai dit, il ne s'est pas remis en question. Et son comportement ne s'était pas amélioré avec le temps, bien au contraire. Et comme vous vous en doutez, s'il a fini dans le village, c'est parce qu'il a fini par développer une haine envers les femmes. Même si, vu comment il les traitait jusque-là, on pourrait se demander s'il les avait déjà aimées. Et donc, un jour, il se mit à kidnapper des femmes qu'il trouvait à son goût. Il les suivait le plus discrètement qu'il pouvait, et comme un prédateur face à une proie, il les observait pendant quelques jours, le temps de déterminer le moment propice où il pourrait passer à l'action. Enfin, une fois le moment venu, en quelques secondes, Philippe surgissait des ombres, les endormait et les enlevait dans sa voiture. Pour la suite, je ne vais pas vous faire un dessin. Il les emmenait dans un lieu isolé et perdu qu'il avait aménagé pour ses activités malsaines, puis il les salissait physiquement et verbalement, et ce de façon cruelle et sadique, jusqu'à ce qu'elles ne soient plus que des coquilles vides, et qu'ils ne s'en lassent. Après quoi, il les tuait et faisait disparaître le corps comme il pouvait. Malheureusement, avant que le village ne prenne son âme, 5 pauvres jeunes femmes avaient fini entre ses sales petites mains. La plus jeune avait 16 ans. Et j'allais lui faire regretter ses actes. Son destin était scellé. Et donc, une fois son âme placée dans le cauchemar, il se réveilla. Et la première chose qu'il eut dans son champ de vision furent des barreaux. Il regarda autour de lui et tout ce qu'il vit, c'était une pièce étant composée d'un mur de barreaux semblant être la seule entrée ou sortie, et 3 murs en pierre. À l'intérieur de ce petit cube de 8 mètres carrés, une table, une chaise et son lit. Il avait beau ne plus se rappeler de qui il était et ce qu'il faisait ici, il savait très bien qu'il était dans une cellule. Et au vu de la tenue qu'il portait, il était bel et bien détenu, se disait-il. Pour le coup, les tenues noires en tissu que je faisais porter aux âmes dans les cauchemars étaient plutôt à propos dans cet endroit. La seule différence, c'est que je lui avais placé un tatouage, comme un matricule, dont le numéro était 222, qui, lui aussi pour le coup, était très à propos au vu de ses crimes. Il alla jusqu'au barreau et regarda à l'extérieur. Le lieu où il se trouvait était rempli de multiples cellules comme la sienne, au moins une centaine à vue d'œil. Et quelque chose clochait sur les murs et le plafond de la prison. Ceci avait comme des traces de griffures ici et là. Qu'est-ce qui avait bien pu se passer ici, se demanda Philippe. Avec tout un tas de questions en tête, il attendit patiemment dans sa cellule qu'un gardien passe pour lui poser des questions. Et à la place, au bout de quelques heures, les portes des cellules s'ouvrirent, tout en même temps, avec une forte voix qui devait sortir des haut-parleurs, annonçant l'heure du repas, et que les prisonniers devaient se diriger calmement vers leur réfectoire. Ce que les autres détenus, ainsi que Philippe, ont fait sagement. D'ailleurs, ses camarades lui semblaient tous bien calmes. Mais bon, j'imagine que si on devait définir des règles du bon prisonnier,
La numéro 1 serait « Occupe-toi de tes fesses », se disait-il. Après avoir récupéré son plateau repas, il alla s'asseoir et observa les alentours. Tous les prisonniers lui semblaient encore une fois plutôt calmes. Il imaginait que l'ambiance serait bien plus animée et chaotique dans une prison. Aussi, les gardiens se trouvaient tous sur une plateforme en métal au-dessus d'eux, à les surveiller. Ils n'avaient vraiment pas l'air amical, mais Philippe avait trop de questions à poser. Il s'apprêtait à se lever quand une main se plaça sur son épaule. Il se retourna et un autre détenu lui faisait alors face. Je te déconseille d'aller parler aux gardiens, c'est des vrais murs de briques. Ils ne répondront à aucune de tes questions et tu te feras juste remarquer, dit le mystérieux détenu en lui faisant un sourire amusé. Philippe lui demanda pourquoi, et l'autre lui répondit « Ici, ils sont juste là pour surveiller et nous punir si on fait les malins. » Puis il ajouta « T'as aucune idée de là où t'es tombé, mon grand. Mais si t'as besoin de ta réponse, je vais pouvoir t'en donner quelques-unes. » De fait, Philippe, un peu soulagé, passa toute la durée du repas à lui poser des questions, comme comment s'appelle l'autre homme, pour commencer, puis pourquoi il ne se rappelle pas de qui il est, pourquoi il y a des griffures sur les murs dans la zone de détention. Son interlocuteur lui répondit qu'ici, plus personne ne se rappelle de qui il était. Dès lors où ils ont fini dans cette prison, tous leurs souvenirs ont été effacés, ne restant comme moyen de les appeler que le matricule tatoué à leur poignet, qui, pour lui, c'était le matricule 120. Pour le coup, aucune signification à celui-ci. Je lui ai juste donné le premier qui me venait en tête. Mais de fait, il continua ses explications, et le pire restait à venir. Car il finit par lui dire que cette prison n'était pas comme les autres, et qu'il n'allait sûrement pas le croire au début, mais qu'il allait très vite finir par le croire. Suite à ces mots, Philippe était intrigué, mais aussi un peu inquiet. Mais lui fit signe de continuer. Après un soupir, 120 lui expliqua donc que dans cette prison, toutes les semaines, la nuit entre le dimanche et le lundi, toutes les portes des cellules s'ouvraient à minuit pile à 5 heures du matin, et que, durant ces 5 heures, des choses étaient lâchées dans la prison, et ces choses traquaient les prisonniers. Et si elles en capturaient, elles les emmenaient on ne sait où, et les prisonniers disparaissaient à tout jamais. Intrigué, Philippe était passé à perplexe. Il avait du mal à croire 120 et se demandait si cette histoire n'était pas une forme de bizutage pour les nouveaux arrivants. Puis, 120 conclut en disant « Tu me verras bien à la fin de la semaine, en espérant que tu survives. Le seul conseil que je puisse te donner, c'est essaye de te faire discret quand le moment sera venu. » Puis, il partit débarrasser son plateau et sortit du réfectoire. Suite aux événements qui se sont passés durant le repas, Philippe passa le reste de la journée à réfléchir sur ce que 120 lui avait dit. Il avait bien évidemment des doutes sur ce que lui avait dit son camarade, mais il y avait les griffures sur les parois. Finalement, il décida que le lendemain, il retournerait le voir pour lui demander des précisions sur cette histoire. Selon lui, au cas où ce ne serait pas un mensonge, il vaudrait tout de même mieux se renseigner. Et puis de toute façon, il n'avait pas grand-chose d'autre à faire. De fait, le lendemain, à l'heure du repas, il finit par retrouver 120. Il lui demanda de lui donner des informations supplémentaires. Mais vu que l'histoire est encore un peu longue, je vais vous faire une synthèse de ce qui s'est passé ensuite. Alors, 120 donna à Philippe diverses informations sur la prison, les créatures et les différentes tentatives de survie des prisonniers. En outre, il lui dit que dans cette prison, les détenus n'avaient droit ni aux appels, ni aux visites. À partir du moment où les gens finissent ici, ils n'ont plus de contact avec l'extérieur, et ils ne sont plus considérés que comme du bétail pour les créatures. D'ailleurs, si un prisonnier se faisait trop remarquer, en général, il était offert en pâture, en étant placé hors de sa cellule avant même le début de la chasse, et que toutes les cellules seraient fermées jusqu'à ce qu'il se fasse attraper. Ce qui fit comprendre à Philippe pourquoi les prisonniers étaient si sages. Ils ne voulaient simplement pas mourir.
120 parla ensuite de la période de la chasse. Durant les 5 heures, la luminosité de la prison était réduite au maximum, n'étant éclairée que par de faibles lumières, juste assez pour que les prisonniers puissent s'orienter dans leur fuite, mais pas assez pour qu'ils puissent discerner correctement les créatures. Les seules choses que 120 pouvaient dire sur les dites créatures, c'est qu'elles étaient humanoïdes et qu'elles avaient des yeux qui reflétaient le peu de lumière qu'il y avait. Et il termina en disant que le meilleur moyen de survivre était de se cacher dans sa cellule et de tout faire pour garder son calme et ne pas se faire remarquer, que le moindre bruit ou mouvement brusque pourrait attirer leur attention, et qu'il avait l'impression que les créatures détectaient la peur. Mais en général, au bout de 2 ou 3 personnes capturées, les choses retournaient dans leur ventre. Suite à ça, le reste de la semaine, Philippe et 120 continuèrent de discuter ensemble, et en particulier de la période tant redoutée. Et finalement, le moment fatidique arriva. Le dimanche, quelques minutes avant minuit, dans les haut-parleurs, un gardien souhaita bonne chance aux détenus et déclara l'ouverture des portes. Confirmant définitivement à Philippe que tout ce que lui avait raconté 120 était potentiellement vrai. Un silence de mort régnait alors dans toute la prison. Silence qui fut, au bout de quelques minutes, comme dissipé par des bruits étranges. On aurait dit des respirations, mais elles semblaient venir d'outre-tombe. Et très vite, Philippe commença à entendre un cri et des appels à l'aide. Quelqu'un avait dû se faire trouver, et soit se faire poursuivre, soit s'était fait attraper. Et alors que les cris résonnaient dans la prison, pendant que ce cher Philippe s'était caché dans un coin de la cellule en espérant qu'il ne se ferait pas remarquer, il entendit un son qui lui glaça le sang, se trouvant à l'entrée de sa cellule. Et comme s'il ne pouvait s'en empêcher, sa tête se tourna doucement vers l'origine de ce bruit. Devant ses yeux, accroché au barreau de sa cellule, une des créatures le fixait intensément de ses yeux pâles et froids, semblables à 2 lunes bien rondes au cœur de la nuit. La respiration était légèrement sifflante, comme un vent glacial. Cette vision et ce son ne donnaient qu'une seule envie au pauvre homme recroquevillé dans son coin. Il voulait fuir le plus loin et le plus vite possible. Mais son corps refusait de bouger, comme s'il savait au fond de lui que s'il bougeait, il était mort. Alors, il resta dans son coin sans bouger, lui et la créature se fixant l'un l'autre, attendant sûrement qu'un des deux bouge même d'1 centimètre. Mais rien ne se passait. De nouveaux cris annonçant une autre victime se faisaient entendre, puis plus rien, plus aucun bruit. Ni cri, ni bruit de course, ni respiration d'outre-tombe, autre que celle de la créature toujours accrochée à ses barreaux, qui continuait de fixer notre détenu qui n'en pouvait plus. Plusieurs heures qu'il se dévisageait, et rien ne s'était passé jusque-là. À part Philippe qui essayait continuellement de garder le contrôle sur sa respiration et les battements de son cœur, tout en clignant des yeux le moins possible, craignant que la seconde d'après, la créature soit juste à côté de lui. Mais au bout de ces longues heures, la créature partit. En un saut, elle avait disparu. Et même si elle avait disparu de son champ de vision, Philippe fixait encore l'endroit où elle s'était agrippée tout ce temps, de peur que s'il baisse sa garde, elle ne lui saute dessus. Ce n'est qu'au lever du jour, alors que la voix du haut-parleur souhaitait le bonjour aux survivants, que notre cher ami se relâcha, la respiration haletante, comme si il avait couru un marathon. Quant à moi, j'étais satisfaite de la première partie de sa punition. Je n'allais pas le briser avant d'avoir joué un peu avec ses nerfs, après tout. Et, vu que dans le monde réel, il aimait observer ses victimes, je voulais qu'il ressente ce que ça faisait de se faire observer comme une proie, un vulgaire morceau de viande. Et visiblement, cet événement l'a bien marqué, car, durant toute la semaine qui suivit, et ce à mesure qu'une autre traque se rapprochait, il ne put retirer de son esprit le regard de la créature,
Et d'ailleurs, il ne remarqua que tardivement la disparition de son cher ami 120. Il n'eut même pas à demander quoi que ce soit, car en passant devant la cellule de ce dernier, elle était complètement vide. Il n'y avait même plus la couette de son lit, et les murs étaient parsemés de griffures. Après tout, 120 ayant joué son rôle, il ne m'était plus utile, et la perte du seul ami qu'il avait dans ce lieu n'a fait que l'attrister et l'isoler encore plus. Et à nouveau, l'heure de la traque était venue. Sauf que cette fois, Philippe avait eu une idée. Selon lui, les créatures ont déjà capturé 120, donc sa chambre devrait être le dernier endroit où elle penserait à aller. Et en soi, ce n'était pas trop mal pensé. Du moins, si je n'avais pas été aux commandes de tout ce qui se passe dans ce monde. De fait, dès l'ouverture des portes, il se précipita dans l'ancienne cellule de 120. Se cachant à nouveau dans un coin de la pièce, vu que se cacher sous le lit n'aurait servi à rien sans la couette pour le dissimuler. Je l'ai laissé pendant quelques minutes s'imaginer qu'il avait trouvé la cachette parfaite et qu'il allait survivre. Mais je n'avais plus besoin de m'en prendre aux autres prisonniers, alors j'envoya toutes les créatures sur sa position, commençant par celle avec qui il a eu affaire durant la dernière traque. Et finalement, quand il pensa qu'il était sauvé, le son qu'il avait hanté durant cette semaine se fit entendre à nouveau. Ce n'est pas possible, c'est un cauchemar, se disait-il. Mais en regardant dans la direction du son, les larmes commencèrent à couler de ses yeux. Devant la cellule, toutes les créatures se tenaient debout, le fixant. Et alors qu'un gémissement de détresse s'échappa de sa bouche, une des créatures, à nouveau à quatre pattes, avança doucement vers lui, continuant de le fixer. Cette fois, pour lui, c'était la fin, et il commençait à essayer de se débattre dans le vide. Mais d'un coup, la main de la créature lui avait attrapé la cheville. La main était grande, maigre et glaciale. Puis, soudain, il se sentit emporté et traîné par terre. Les créatures l'emmenaient dans leur ventre. Et durant le chemin jusque-là, il n'essaya même pas de crier à l'aide. Car après tout, il savait très bien que personne ne viendrait l'aider. Donc, il ne put se mettre qu'à pleurer. Et finalement, au bout de longues minutes, la créature le lâcha, le laissant au beau milieu d'une sorte de caverne, dont le dessus laissait voir le ciel étoilé et la pleine lune, qui illuminait l'endroit où il se trouvait. Une vue plutôt belle, contrairement à ce qui allait lui arriver. Et puis d'un coup, les respirations sinistres l'entouraient. Et les créatures se mirent tout autour de lui, la lumière de la lune révélant leur apparence repoussante. Elles ressemblaient à de vieilles femmes, presque semblables à des cadavres tellement elles étaient maigres. Elles avaient littéralement la peau sur les os avec juste 2 morceaux de viande flasque en guise de poitrine. Et elles faisaient au moins 2 bons mètres de haut, les cheveux en bataille, les yeux ronds et reflétant la lumière de la lune. Et le pire, ce sont les dents pointues qui apparaissaient avec le sourire malsain qu'elles faisaient tout en regardant Philippe. Qu'allait-elle lui faire, hein? N'avez-vous pas une idée? Si je vous disais l'arroseur arrosé? Eh oui, effectivement. D'un coup, elles l'attrapèrent et déchiquetèrent ses vêtements, puis lui bloquèrent les bras et les jambes, alors qu'il leur demandait ce qu'elles allaient lui faire. Puis l'une d'entre elles se mit au-dessus de lui, empoigna son engin et... Bon, je ne vais pas vous faire un dessin. Je vais aussi vous épargner ce qui s'est passé ensuite. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait en sorte que ce soit aussi désagréable que possible pour lui, et qu'il a été utilisé à répétition, jusqu'à ce qu'il finisse dans le même état que celui dans lequel il avait laissé ses anciennes victimes. Une coquille vide. Puis je brisa son âme, et le laissa au prisonnier, qui, à mon avis,
avait lui aussi passé un sale moment. Mais, à votre avis, ai-je bien fait de ne lui laisser aucune chance? Ou alors, tout être, aussi méprisable soit-il, mérite une chance de rédemption? Je ne sais pas. Par contre, maintenant que j'y pense, ce qu'a ressenti Philippe face aux créatures, c'est un peu ce que j'ai ressenti face à la cauchemardesque. Après, c'est peut-être parce que c'est moi qui ai directement ressenti la chose, mais ce que j'ai ressenti alors m'avait semblé bien plus fort tout de même. À tel point que je n'arrive plus à sortir de la bibliothèque, de peur d'y être à nouveau confrontée. Mais je ne pourrai pas rester ici éternellement. Il faudra bien que je finisse par lui faire face. C'est censé être mon monde ici, et pourtant je me retrouve à être traquée comme une vulgaire âme perdue. Il faut que je réfléchisse à un plan, un moyen de me défendre contre cette chose. En attendant, je vais continuer la tâche que je me suis donnée. Ça finira peut-être par me donner une idée. Passons donc au prochain chapitre.